Dans la chapelle froide de l'église Saint-Sulpice à Paris. Sous un ciel gris de novembre, les murmures s'élevaient comme un venin rampant. Alexandre, debout près du cercueil de son mari Julien, sentait les regards perçants des invités le transpercer. Profiteur, chuchota une voix anonyme, assez forte pour que tout le monde l'entende, déclenchant un silence assourdissant suivi d'un bourdonnement approbateur. Alexandre serra les poings, son cœur battant à tout rompre. Il avait 32 ans. Et Julien en avait eu 55 quand la maladie l'avait emporté après une lutte acharnée contre un cancer du pancréas. Leur mariage, célébré discrètement 2 ans plus tôt dans une mairie de province pour éviter les scandales, était maintenant jeté en pâture au ragot. La famille de Julien, issue de la haute bourgeoisie parisienne, n'avait jamais accepté Alexandre. Ce jeune architecte issu d'un milieu modeste, venu de la banlieue lyonnaise. Pour eux, c'était clair, Alexandre n'était qu'un opportuniste, attiré par la fortune de Julien, héritier d'une entreprise pharmaceutique florissante. Mais Alexandre ne flancha pas. Il fixa le portrait de Julien posé sur le cercueil, se rappelant leur première rencontre 5 ans plus tôt, lors d'un vernissage à la Galerie Lafayette. Julien, charismatique et cultivé, avait été captivé par les dessins d'Alexandre. Des esquisses de bâtiments modernes inspirés par le Boho. Leur conversation avait duré des heures, passant de l'art à la philosophie, puis à des confessions intimes sur la solitude que l'on ressent quand on cache son orientation sexuelle dans un monde qui juge encore. Julien, divorcé d'un mariage hétérosexuel arrangé par sa famille, avait avoué son attirance pour les hommes tardivement, à 40 ans passés. Alexandre, ouvertement gay depuis l'adolescence, avait ri de cette révélation. Et c'est ainsi que leur histoire avait commencé non pas par l'argent, mais par une connexion profonde. Une reconnaissance mutuelle des blessures invisibles. Pourtant, les murmures persistaient. La sœur de Julien, Catherine, une femme aux lèvres pincées et au regard glacial, s'approcha de lui après la cérémonie. « Tu n'as pas ta place ici, Alexandre. Julien a été manipulé. Tu n'es qu'un parasite qui a profité de sa faiblesse. » Ces mots étaient comme des coups de poignard. Mais Alexandre resta stoïque. Il savait que la vérité éclaterait bientôt, lors de la lecture du testament chez le notaire, prévu pour l'après-midi même. En attendant, il endura les condoléances hypocrites, les poignées de main froides, et les regards qui le déshabillaient de toute dignité. L'après-midi, dans l'étude notariale du boulevard Haussmann, l'atmosphère était électrique. La famille au complet, Catherine, son frère aîné Philippe, et leurs enfants s'étaient rassemblés, attendant avec impatience de confirmer leurs soupçons. Le notaire, un homme âgé au ton neutre, ouvrit l'enveloppe scellée. Alexandre s'assit au fond de la pièce, isolé, sentant le poids de l'hostilité. « À ma chère famille, commença le notaire en lisant la lettre jointe au testament. Je sais que vous avez des doutes sur Alexandre. Mais laissez-moi vous dire la vérité que je n'ai pas pu avouer de mon vivant. » Les visages se figèrent. Julien avait rédigé cela quelques mois avant sa mort, anticipant les conflits. Alexandre n'est pas un profiteur. C'est moi qui l'ai poursuivi. Moi qui ai insisté pour notre union. Il m'a sauvé d'une vie de mensonges. La révélation frappa comme un tonnerre. Julien décrivait comment, après son divorce, il avait sombré dans la dépression, masquant son homosexualité par peur du rejet familial et social. Alexandre avait été son ancre, l'aidant à assumer qui il était vraiment.
Mais il y avait plus, Julien avouait avoir dissimulé une partie de sa fortune pour tester la loyauté de sa famille, qui n'avait jamais cessé de le pressurer pour des aides financières. J'ai vu comment vous me traitiez quand je refusais vos demandes. Alexandre, lui, n'a jamais rien demandé. Les legs commencèrent, à Catherine et Philippe, des sommes modiques, conditionnées à l'acceptation d'Alexandre comme légitime héritier. À Alexandre, la majeure partie de l'entreprise et de la résidence familiale à Versailles. Un murmure de choc parcourut la pièce. Philippe bondit, c'est impossible. Il l'a manipulé. Mais le notaire poursuivit, révélant des preuves, des lettres, des enregistrements où Julien exprimait sa gratitude envers Alexandre pour l'avoir aidé à affronter sa maladie sans se soucier de l'argent. Alexandre, les larmes aux yeux, se rappela les nuits blanches passées au chevet de Julien, les disputes avec les médecins, les moments de tendresse volés au milieu de la souffrance. Leur amour n'avait pas été facile, la société française, malgré les progrès légaux, portait encore des stigmates homophobes, surtout dans les cercles conservateurs. Julien avait lutté contre ses propres démons, craignant que son coming out tardif ne ruine sa réputation professionnelle. Alexandre, plus jeune et plus militant, l'avait poussé à vivre authentiquement. Mais cela avait coûté cher, des amis perdus, des contrats annulés pour l'entreprise de Julien. Maintenant, face à la famille furieuse, Alexandre prit la parole pour la première fois. Julien voulait que vous sachiez la vérité. Pas pour me défendre, mais pour vous confronter à vos préjugés. Catherine, blême, quitta la pièce en claquant la porte. Philippe menaça de contester le testament, arguant de l'influence indue. Mais Alexandre savait que les preuves étaient irréfutables. Ce jour-là, il n'héritait pas seulement d'une fortune, il héritait d'une bataille pour défendre leur mémoire. Les jours suivants furent un tourbillon. Les médias s'emparèrent de l'affaire, titrant sur l'héritier inattendu et spéculant sur les dessous de leur mariage. Alexandre, harcelé par des journalistes, se réfugia dans l'appartement qu'il partageait à Montmartre. Là, entouré des souvenirs, des photos de voyage en Provence, des livres annotés par Julien, il revivait leur histoire. Leur rencontre avait été fortuite, mais leur lien s'était forgé dans l'adversité. Julien, issu d'une famille catholique nelle, avait grandi en réprimant ses désirs, épousant une femme pour satisfaire les attentes. Son divorce avait été un scandale, mais rien comparé à l'annonce de son orientation. Alexandre, élevé par une mère célibataire tolérante, avait connu le rejet à l'école, forgeant son caractère combatif. Ensemble, ils avaient navigué les eaux troubles de l'acceptation sociale. Julien avait hésité à officialiser leur relation, craignant pour son entreprise. La France est progressiste en loi, mais pas toujours en cœur, disait-il souvent. Alexandre l'avait convaincu. Et leur mariage avait été un acte de rébellion douce. Mais la maladie avait tout changé. Révélant les failles, la famille de Julien, distante pendant les traitements, réapparaissait maintenant pour réclamer leur dû. Alexandre se surprit à douter. Avait-il fait le bon choix en poussant Julien à s'ouvrir? Le prix avait été élevé, isolation, stress qui avait peut-être accéléré la maladie. Pourtant, dans les lettres laissées par Julien, il lisait l'assurance, tu m'as donné la liberté. Alexandre ne regrette rien. Bientôt, les conflits légaux s'intensifièrent. Philippe engagea un avocat pour contester, alléguant que Julien n'était pas en pleine possession de ses moyens. Alexandre, défendu par un juriste spécialisé en droit LGBT,
se prépara à une guerre judiciaire. Chaque audience serait une dissection publique de leur intimité, exposant les vulnérabilités qu'ils avaient gardées privées. Les semaines suivant la lecture du testament transformèrent la vie d'Alexandre en un champ de mines. Les appels anonymes affluaient. Des insultes homophobes mêlées à des accusations de manipulation. Gold digger. Opportuniste. Les mots anglais importés pour blesser plus fort dans une société qui se voulait tolérante. Alexandre. Seul dans la grande maison de Versailles qu'il avait héritée, errait de pièce en pièce, hanté par les échos de Julien. Il se rappelait leurs disputes passionnées sur l'avenir. Julien voulait une vie discrète. Alexandre plaidait pour la visibilité. Si on se cache, on laisse les préjugés gagner, arguait-il. Julien cédait souvent. Mais à quel prix? Catherine, refusant de lâcher prise, organisa une réunion familiale secrète. Elle contacta Alexandre par un intermédiaire, proposant un arrangement, renoncer à une partie de l'héritage contre la paix. Pense à la réputation de Julien, dit-elle lors de leur rencontre dans un café discret du Marais. Alexandre, les yeux rougis par le manque de sommeil, la défia, sa réputation? Celle que vous avez piétinée en le forçant à se marier jeune? Catherine pâlit. Elle avoua alors une vérité enfouie, la famille avait toujours su pour l'orientation de Julien, mais l'avait étouffé pour préserver l'image. C'était pour son bien, murmura-t-elle. Alexandre rit amèrement. Son bien? Ou le vôtre? Cette confrontation réveilla en Alexandre des souvenirs douloureux. Adolescent, il avait été rejeté par son père, un ouvrier conservateur qui l'avait chassé de la maison à 16 ans. Pas de ça chez moi, avait-il hurlé. Alexandre avait survécu grâce à des jobs précaires, étudiant l'architecture la nuit. Julien avait été son premier amour vrai, un mentor qui l'avait aidé à monter son propre cabinet. Mais leur relation avait attiré les jugements, amis hétérodistants, collègues murmurant sur l'arrangement financier. Alexandre avait ignoré, se concentrant sur leur bulle. Maintenant, cette bulle éclatait, exposant les fissures sociétales. En France, le mariage pour tous était loi depuis 2013. Mais les mentalités évoluaient lentement. Dans les cercles bourgeois, l'homosexualité restait un tabou, surtout quand elle croisait les classes sociales. Alexandre, avec son accent lyonnais et ses origines modestes, incarnait pour la famille de Julien le stéréotype du grimpeur social. Il décida de contre-attaquer, il contacta une association LGBT pour du soutien, et commença à documenter les harcèlements. Je ne me tairai pas, déclara-t-il lors d'une interview anonyme à un journal progressiste. Philippe, de son côté, fouillait le passé d'Alexandre, engageant un détective privé. Il découvrit des dettes estudiantines remboursées par Julien, brandissant cela comme preuve de dépendance. Lors d'une audience préliminaire au tribunal de Paris, l'avocat de Philippe exposa ces faits. Monsieur Alexandre a profité de la vulnérabilité de Julien pour s'enrichir. Alexandre, sur le banc des accusés, sentit la nausée monter. Il répondit calmement, Julien m'a aidé parce qu'il m'aimait, pas parce que je l'exigeais. Et vous? Qu'avez-vous fait pour lui pendant sa maladie? Le juge, une femme d'une cinquantaine d'années au regard impartial, nota les arguments. Mais l'affaire s'envenimait, des fuites dans la presse révélaient des détails intimes, comme les lettres d'amour de Julien. Alexandre se sentait violé, exposé. Il repensait aux nuits où Julien, affaibli par la chimiothérapie, lui confiait ses peurs, si je meurs, ils te détruiront. Alexandre avait promis de se battre, mais le coût émotionnel était immense. Il perdit du poids,
Ses amis s'inquiétaient. Une nuit. Seul. Il craqua. Pleurant sur le lit qu'il partageait. Pourquoi m'as-tu laissé ça? Julien? Pourtant. Une lueur apparut. Un cousin éloigné de Julien. Gay lui-même et ostracisé par la famille. Le contacta. Je sais ce que c'est, dit-il lors d'un appel. Julien m'a aidé en secret. Il voulait que tu continues son combat. Cette alliance inattendue renforça Alexandre. Ensemble, ils préparèrent des témoignages pour le procès. Exposant les hypocrisies familiales, comment Philippe avait dilapidé une aide de Julien pour des investissements ratés. Comment Catherine avait ignoré les appels de Julien pendant sa maladie. Le climax approchait avec le procès principal. Alexandre, vêtu d'un costume simple, entra dans la salle d'audience bondée. Les médias étaient là, transformant l'affaire en symbole des luttes LGBT. Des militants manifestaient dehors, brandissant des pancartes « Amour n'est pas crime ». À l'intérieur, les témoignages s'enchaînèrent. L'avocat d'Alexandre présenta des vidéos de Julien, filmées pendant sa maladie, où il affirmait son amour et sa lucidité. Alexandre est mon choix. Pas une erreur. Catherine, appelée à la barre, craqua sous la pression. Nous pensions le protéger, admit-elle. Larmes aux yeux. Mais nous l'avons étouffé. Ce fut un tournant, le juge ordonna une médiation, forçant la famille à affronter ses préjugés. Alexandre, épuisé mais résolu, accepta. Lors de la session, il confronta Philippe. Julien voulait l'unité, pas la guerre. Mais vous l'avez forcé à choisir. Philippe, pour la première fois, baissa les yeux. Peut-être avons-nous eu tort. Cette admission n'effaça pas les dommages. Alexandre paya le prix, son cabinet d'architecture souffrit des rumeurs. Des clients se retirèrent. Il dut licencier des employés, se sentant coupable. Socialement, il fut marqué, invitations annulées. Regards fuyants dans les rues. Mais intérieurement, il grandit, transformant la douleur en force. Il commença à militer plus activement, rejoignant des groupes pour les droits des couples LGBT âgés. Pour Julien, se disait-il. Le règlement arriva, la famille retira la contestation en échange d'une part mineure. Et Alexandre garda l'essentiel. Mais la victoire était amère. En rentrant à Versailles, il se promit de vendre la maison. Trop chargé de souvenirs. Il voulait recommencer. Honorer Julien en vivant ouvertement. Pourtant, les doutes persistaient, avait-il valu la peine? Les mois suivants apportèrent un semblant de calme. Mais les cicatrices restaient vives. Alexandre, maintenant à la tête de l'entreprise pharmaceutique de Julien, affrontait un nouveau champ de bataille, le monde des affaires. Les actionnaires, conservateurs pour la plupart, murmuraient sur son style de vie. Lors d'une réunion du conseil, un cadre âgé lança « Votre mariage était-il vraiment nécessaire pour l'image de la société ?» Alexandre, contenant sa rage, répondit « L'image de la société repose sur l'intégrité, pas sur des préjugés. » Il imposa des réformes, partenariats avec des associations LGBT. Campagne pour la santé mentale. C'était sa façon de transformer l'héritage en legs positif. Mais personnellement, il luttait. Les nuits étaient hantées par des cauchemars où Julien l'accusait d'avoir précipité sa fin par le stress du coming out. Alexandre consulta un thérapeute, un spécialiste des traumas LGBT. Vous portez le poids de la société, dit-il. Mais Julien a choisi librement.
Ces sessions révélèrent des couches profondes, l'intériorisation des stéréotypes. La peur d'être vu comme un profiteur même par lui-même. Alexandre se rappelait leur voyage en Bretagne. Où Julien avait avoué, « Avec toi. Je me sens vivant pour la première fois. » Ces mots étaient un baume. Mais la société française, avec ses débats sur l'adoption gay et les droits, ravivait les blessures. Une trahison inattendue surgit, un ancien ami de Julien, Marc, contacta la presse avec des allégations. Alexandre l'a isolé de nous, affirma-t-il dans un article. Marc, jaloux de leur relation, avait été écarté quand Julien avait choisi la transparence. Alexandre, blessé, le confronta dans un bar du quartier latin. Pourquoi? Marc, Julien t'aimait comme un frère. Marc, ivre de ressentiment, avoua, il m'a abandonné pour toi. Tu étais jeune. Excitant. Moi, j'étais le passé. Cette révélation exposa les dynamiques complexes, la jalousie au sein de la communauté gay. Où l'âge et le statut créaient des fractures. Alexandre partit, le cœur lourd, réalisant que même les alliés potentiels pouvaient trahir. Pour se reconstruire, il voyagea seul à Lyon, revisitant son passé. Chez sa mère, maintenant âgée, il trouva du réconfort. Tu as été courageux. Mon fils, dit-elle. Julien serait fier. Mais le retour à Paris apporta une nouvelle épreuve, une manifestation anti-LGBT. Où des slogans homophobes résonnaient. Alexandre, passant par là, fut reconnu et insulté. Retourne dans ton placard. Profiteur. Il rentra chez lui, tremblant, questionnant sa visibilité. Était-ce valable de se battre quand le prix était si élevé? L'entreprise connut une crise, un concurrent lança une campagne diffamatoire, exploitant l'affaire. Les ventes chutèrent, forçant Alexandre à des décisions difficiles, restructuration, licenciement. Il se sentait comme un imposteur, un jeune homme propulsé dans un rôle trop grand. Lors d'une nuit d'insomnie, il relut le journal de Julien, découvert dans un tiroir. Alexandre m'a appris à choisir l'amour sur la peur. Si je pouvais, je le referais. Ces mots rallumèrent sa détermination. Il organisa une conférence de presse, exposant tout, les préjugés, les trahisons, mais aussi l'amour vrai. Julien n'était pas une victime. Il était un homme libre. La réponse fut mitigée, soutien des progressistes, haine des conservateurs. Catherine. Étonnamment, l'appela. J'ai lu l'article. Peut-être. Ai-je eu tort? Leur conversation fut tendue. Mais un pont se forma. Elle admit les pressions familiales qui avaient modelé Julien. Notre père était intransigeant. Alexandre, pour la première fois, vit en elle une victime aussi. On peut changer, proposa-t-il. Elle accepta une rencontre, marquant un pas vers la réconciliation. Pourtant, les dommages intérieurs persistaient. Alexandre rencontra un nouveau cercle d'amis via l'association, dont un jeune activiste, Lucas, qui lui rappelait son propre passé militant. Leur amitié grandit. Mais Alexandre hésitait, était-il prêt pour de nouvelles connexions? Lucas le poussa, ne laisse pas le passé te définir. Lors d'un événement LGBT à Paris, Alexandre parla publiquement de son histoire, recevant des applaudissements. C'était cathartique, mais épuisant. Philippe, cependant, n'abandonna pas.
Il lança une nouvelle attaque, une pétition pour évincer Alexandre du conseil. Incompétent, arguait-il. Alexandre, aidé par des alliés internes, contre-attaqua avec des résultats financiers positifs. La bataille culmina en une assemblée générale tendue, où les votes penchèrent en sa faveur. Philippe, défait, quitta la salle. Alexandre, victorieux mais vidé, réalisa le coup, amitié brisée, santé mentale fragilisée. En rentrant, il visita la tombe de Julien au Père-Lachaise. J'ai tenu. Mon amour, murmura-t-il. Là, il prit une décision, vendre des parts de l'entreprise pour fonder une fondation contre l'homophobie. C'était son legs, transformant la douleur en action. Mais les questions restaient, avait-il sacrifié trop? La société changerait-elle vraiment? Avec le temps, Alexandre trouva un équilibre précaire. L'entreprise stabilisée. Il délégua plus, se concentrant sur la fondation. Nommée Liberté pour Julien. Elle soutenait des jeunes LGBT rejetés par leur famille, offrant counseling et aide financière. Alexandre y investit non seulement de l'argent, mais son temps, organisant des ateliers sur l'acceptation de soi. J'ai payé cher pour apprendre, disait-il aux participants. Un jour, un jeune homme de 20 ans partagea son histoire, chassé de chez lui comme Alexandre l'avait été. Vous m'inspirez, dit-il. Alexandre sourit, sentant un cercle se fermer. Catherine devint une alliée inattendue. Après des mois de thérapie familiale, elle rejoignit la fondation, utilisant son influence pour lever des fonds. Pour racheter mes erreurs, expliqua-t-elle. Leur relation évolua en une amitié prudente, marquée par des discussions honnêtes sur les pressions sociétales. La France évolue, mais lentement, admit-elle. Alexandre acquiesça, rappelant les débats sur la PMA pour les couples gays, où les vieux préjugés ressurgissaient. Philippe, isolé, finit par s'excuser lors d'une réunion. J'avais peur de perdre l'héritage familial. Alexandre accepta. Mais avec réserve, les dommages étaient faits. Cette réconciliation fragile illustrait les mouvances, les familles pouvaient changer. Mais les cicatrices restaient. Socialement, Alexandre affrontait encore des regards. Mais il les ignorait. Vivant ouvertement, il recommença à sortir, rencontrant Lucas plus souvent. Leur lien se approfondit. Mais Alexandre gardait une distance, je ne veux pas répéter les erreurs. Lucas comprenait. Patient. Une crise finale surgit quand un scandale éclata, un employé divulgua des documents falsifiés, accusant Alexandre de malversation. C'était une revanche orchestrée par Marc, l'ancien ami. Alexandre, furieux, engagea une enquête. Confronté. Marc avoua, je t'en voulais d'avoir eu ce que je désirais. Cette trahison ultime brisa Alexandre, même dans la communauté. La jalousie pouvait détruire. Il gagna le procès. Mais le tollé médiatique raviva les vieux ragots. Gold Digger récidiviste, titrait certains. Alexandre, au bord du gouffre, envisagea de tout abandonner. Lors d'une retraite en Normandie, il réfléchit. Assis face à la mer, il relut une lettre de Julien, choisit toujours l'authenticité. Même si ça coûte. Inspiré. Il revint plus fort, publiant un livre sur leur histoire. Amour sous jugement devint un best-seller, sparking débats nationaux sur l'homophobie internalisée et les inégalités de classe dans les relations LGBT. Alexandre devint une figure publique, invité à des conférences.
Le prix? Une vie sous scrutini. Mais aussi un impact réel, des lois proposées pour protéger les héritiers LGBT. Avec Lucas, les choses évoluèrent naturellement. Leur première sortie romantique. Un dîner à Montmartre. Fut un pas timide. Je ne remplace pas Julien, dit Lucas. Alexandre répondit, personne ne le peut. Mais la vie continue. Leur relation. Naissante. Symbolisait l'espoir, amour après la perte. Résilience face au jugement. Pourtant, les conflits internes persistaient. Alexandre se questionnait sur ses choix, avait-il poussé Julien trop loin? La société l'avait-elle forcé à des sacrifices inutiles? Lors d'une interview finale, il posa la question au public, dans une société qui juge l'amour. Qui est vraiment le profiteur, celui qui aime librement? Ou celui qui impose ses normes? Cette interrogation laissa un écho, invitant à la réflexion. Alexandre, transformé par les épreuves, continua son chemin, portant les leçons de Julien comme un flambeau. La vie, avec ses trahisons et réveils, prouvait que l'amour vrai valait tous les combats, mais à quel prix? Et vous? Pensez-vous que choisir l'authenticité justifie toujours les sacrifices imposés par la société?